Voilà, alors, on a un sujet pas forcément plus léger pour terminer la matinée, avec Guido Hülsmann, que la plupart d'entre vous connaissent. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Guido, je ne sais pas si c'est Jean-Marc ou Alain qui le disait tout à l'heure, mais en France, c'est un peu notre spécialiste de Mises. C'est une pensée qu'il connaît fort bien. Il est toujours affilié au Mises Institut, mais il est également ici aujourd'hui professeur des universités à Angers depuis maintenant une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, non? Ça doit 20 ans, voilà, 20 ans. Et où il fait des choses remarquables, y compris encadrer des jeunes doctorants. Et donc, on peut parler, je crois, de toute une équipe au fil des années, de gens qui ont pu être formés. Je suis un peu jaloux parce que j'ai plus de difficultés à accueillir des étudiants personnellement à Aix-Marseille Université. Et je crois qu'on doit beaucoup à Guido pour ça. C'est un spécialiste... on va dire peut-être de théorie monétaire avant tout, d'économie autrichienne, ça va également sans dire, mais aussi probablement il s'intéresse, il est membre je crois de l'Académie pontificale, il s'intéresse aux questions d'éthique, on peut dire, de tout ce qui concerne peut-être le développement humain au sens beaucoup plus large que purement économique. Et ce qui l'a en partie conduit à publier, il y a peu de temps, un ouvrage. Je ne sais pas si on a pris ça. Oui, on a pris le titre de l'ouvrage comme titre de la conférence, Abondance, générosité et État, enquête sur les principes économiques. C'est le titre de son dernier ouvrage, pas encore traduit en français, mais qui sait, peut-être que, j'espère. Voilà. Donc très heureux d'avoir Guido parmi nous, qui collabore avec beaucoup de choses qu'on fait, qui a reçu la médaille Hayek l'an passé, je ne sais pas si c'était à Hambourg, et le prédécesseur de Milley, qu'il a reçu cette année. Donc vous voyez, nous avons... Milley n'est pas présent, mais son père spirituel. Voilà. Non, on est très content d'avoir Guido qui a fait l'effort de venir en plus de sa province. Merci et eh bien on va t'écouter. Oui, merci de cette très gentille présentation. Effectivement, je dois présenter mes excuses. D'abord parce que j'ai raté mon premier train ce matin. Je suis réveillé en sursautant. Ah oui, il y avait quelque chose. Oui, il y avait un séminaire à Paris. Ils m'ont laissé rentrer encore dans le dernier train et donc du coup j'ai encore vécu la fin de la conférence de Jean-Marc. Et puis, je dois présenter mes excuses pour tous les crimes que je vais commettre envers la langue française. Donc, voilà, ne me m'en tenez pas à rigueur. Donc, effectivement, ce sujet... alors, c'est vrai, donc, j'ai commencé dans le domaine de théorie monétaire et financière. Mais par inclinaison, je suis assez généraliste. Je l'ai toujours été, je me suis toujours intéressé aux problèmes logiques. C'est pour ça que j'ai été attiré aussi par Mises, parce que Mises, il a créé donc cette conception, il a vu cette conception de la science théorique de l'homme et de la société, qui est la praxéologie. Donc c'est une pure logique de l'action humaine. Et donc les économistes ont toujours tenu que voilà, il y a des relations de cause à effet qui sont universelles et qui sont justement le sujet de la science économique. C'est ça la particularité, c'est là qui crée toujours les malcompréhensions de la part des sociologues, anthropologues, etc., pour qui il y a juste des relations plus ou moins contingentes, c'est-à-dire qui valent ici et là, mais pas forcément ailleurs. Donc il n'y a pas quelque chose comme des universaux tels qu'on les connaît en logique et en mathématiques qui valent pour tous les temps et tous les lieux. Donc en économie, et c'est justement ça qui était l'importance de l'économie classique, et pour la première fois mise en avant ces relations universelles.
Et les économistes de l'école autrichienne, donc à partir de Menger et surtout de Mises, ils ont développé ça. Et Mises, il a dit donc c'est pas juste les relations économiques, c'est pas juste sur les marchés qu'on trouve ces relations, mais un peu partout. Hein. Et voilà. Donc je vais pas faire un cours d'épistémologie, mais c'est ça qui m'a toujours intrigué. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à beaucoup de problèmes qui touchaient justement à cette logique. De l'action humaine, que ce soit dans la théorie de l'intérêt, la théorie des cycles économiques, la théorie de l'équilibre, etc., etc. Et donc plus récemment, et ça c'était plutôt un accident, mais aussi une réaction, une frustration personnelle, je me suis intéressé donc, à l'économie de la gratuité, hein, comme on dit, donc, l'économie des biens gratuits. Et j'y avais jamais pensé avant 2009, et cette année-là, le pape Benoît XVI publiait une encyclique avec le titre Caritas in Veritate, donc l'amour ou la charité dans la vérité, hein, qui était donc un manifeste donc, du principe de la gratuité. C'est comme ça qu'il l'avait appelé. Et donc il observait que donc, la gratuité, donc un principe inhérent aux biens les plus importants de l'homme, donc voilà, biens économiques, donc bien rares forcément, mais bien. Hein, donc l'amour de Dieu, par exemple, est un bien. Donc sans cet amour, l'homme ne pourrait pas subsister un jour, parce que selon la théologie et la philosophie chrétienne, donc Dieu nous maintient à chaque moment, il maintient à chaque moment les lois de la nature en vigueur. Hein, c'est Dieu qui crée, non seulement qui a créé les lois de la nature, mais qui les maintient en vigueur à chaque moment. Et donc, sans l'amour de Dieu, on ne pourrait pas survivre une seule seconde. Hein. Et puis, tous les autres dons donc, de l'esprit, donc la bienveillance envers les autres, mais aussi la compréhension de quelque chose, donc la vérité, etc., c'est quelque chose qui nous est donné. Hein. On ne peut pas vouloir avoir la vérité, ça serait trop bien, hein, mais c'est quelque chose qui nous est donné. C'est un don véritablement, donc c'est gratuit. Donc il y a tout un ensemble donc, d'observations de ce type qu'il faisait dans l'encyclique, et puis il passait donc, à l'économie, à la société. Il disait qu'il paraît que le principe de la gratuité était plus important, plus prominent dans le passé, et il est en voie de disparition, un petit peu. Hein. Donc le monde devient de plus en plus matérialiste, égoïste, court-termiste, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et lui, il n'avait pas vraiment une solution, un grand plan à proposer, mais il plaidait donc, en faveur, donc, voilà, il appelait à tous les autres à se mettre à réfléchir et agir pour donner une plus grande place au principe de la gratuité. Hein. Et donc ça, c'était un petit peu donc, le point de départ. Donc à l'époque, j'avais peut-être donné une conférence pour l'Institut, comment ça s'appelait ? C'était pas... c'était pas l'Institut Turgot à l'époque, c'était un autre institut à Paris, une petite conférence sur le principe de la gratuité. Et puis, puisque j'étais occupé par d'autres questions, j'étais en train de rédiger un ouvrage sur l'économie financière, les marchés financiers. J'ai mis au travail une doctorante. Hein, donc voilà, ça c'est la solution toujours pour un professeur. Voilà, vas-y, occupe-toi. Et j'avais trouvé la personne parfaite pour ce type de recherche. Donc c'est Catherine Bedolo, aujourd'hui donc docteur Catherine Bedolo, qui est donc une sœur consacrée, donc catholique, qui vient du Bénin. Et qui arrivait donc avec une bourse de la fondation Ratzinger. Donc, Ratzinger, c'est le nom civil du pape Benoît XVI. Et c'est pour ça que sa candidature avait attiré mon attention. Voilà, donc elle ne peut pas être complètement à côté de la plaque si elle arrive avec cette bourse. Donc, maintenant, c'est vrai que sa formation strictement donc, en théorie économique était un peu faible donc, en Afrique. Hein, que j'ai parcouru son CV, il y avait des cours de marxisme-léninisme, etc. C'était une autre époque. Hein. Mais donc elle avait donc pris des cours. Bon, elle maîtrisait le français par le Bénin, c'était donc la langue standard administrative standard au Bénin. Mais elle avait pris donc beaucoup de cours allemands et cherchait un directeur de recherche allemand.
Elle l'avait trouvé, mais pas en Allemagne, mais en France. Donc, elle a fait donc une belle thèse sur le sujet, économie de la gratuité. Mais puisque c'était un travail débutant, hein, quand même, il y avait beaucoup de choses à développer encore. Et c'est pour cela, lorsque j'avais un moment de loisir, je me suis mis moi-même. Et donc, le point de départ, là, j'étais encore sollicité pour une conférence religion et économie au Mises Institute. Donc, c'est une des grandes conférences sponsorisées chaque année. Et j'avais choisi comme sujet donc l'économie de la gratuité. Et puis arrivait donc un temps de frustration parce qu'effectivement, donc les années 2010, c'était pas en termes de politique monétaire, politique budgétaire des États. On avait parlé ce matin avec Jean-Marc Daniel. C'est pas aussi catastrophique que maintenant, mais c'était assez mauvais aussi. Et donc, on se pose parfois donc des questions. Pourquoi prêcher contre le vent ou parler contre le vent? Mais il n'y a rien qui arrive au destinataire parce qu'il y a trop d'intérêt. Hein. Donc, c'est très difficile de convaincre quelqu'un par exemple, de supprimer une banque centrale si son existence dépend de la banque centrale. Hein. C'est ça le problème fondamental. Ils avaient Milei, on avait évoqué le nom, il fait un bon travail en ce moment. Il prépare la suppression de la Banque centrale d'Argentine en rendant le gouvernement indépendant de la Banque centrale. Et c'est un point que Jean-Marc Daniel n'avait pas évoqué. Hein, donc, Milei, il peut gouverner sans avoir besoin de l'aval du Parlement parce que son budget est équilibré, et non seulement équilibré, il fait des surplus. Du coup, il n'a pas besoin de l'aval du Parlement pour dépenser les sous. Il peut simplement gouverner avec le dernier budget qui a été ratifié. Et c'est ça sa force. Et donc, du coup, la Banque centrale elle-même aussi, elle est obligée d'acheter autre chose que les bons de trésor et les obligations de l'État. Donc, il est en train d'assainir le bilan de la Banque centrale. Donc, dans quelques années, si les choses continuent comme ça, il sera dans une très bonne position, effectivement, pour privatiser cette banque centrale ou pour la supprimer, en tout cas pour supprimer son monopole. Donc c'est quand même très intéressant ce qui se passe en Argentine. C'est en définitive un modèle pour nous, mais on n'est pas encore prêt en France parce que pour soutenir ou tolérer ce que fait Milei, il faut quand même avoir ras-le-bol de l'État. Hein, et on n'y est pas encore. En France, il y a encore beaucoup d'amoureux de l'État, ou des gens qui pensent qu'il faut absolument continuer sur cette même voie de l'étatisme, juste pour dépenser les sous un peu différemment de ce que ça a été précédemment. Alors, donc je reviens à l'économie de la gratuité, hein, quand même. Donc, frustration, donc je me mets donc à transformer mon manuscrit de conférence, qui avait à peu près 10 000 mots, en un petit pamphlet. Donc ça, c'était le plan, et sortir donc un petit pamphlet de 20 000 mots sur le sujet. Et puis arrive ce qui arrive souvent à un universitaire. Donc lorsqu'on a du loisir à consacrer à une recherche, on est de plus en plus absorbé par la thématique et par les problèmes qu'on n'avait pas vus auparavant. Hein. Et éventuellement, donc, je crée un livre avec 150 000 mots, et qui donc, a été publié cette année par le Mises Institute sous le titre Abondance, générosité et l'État, donc en anglais, et également l'année dernière déjà en allemand avec le titre Die Wirtschaft und das Unentgeltliche, l'économie et le gratuit. Alors, voilà. Voilà, donc quel était mon objectif ici? Initialement, donc les points les plus négligés par mon ancienne doctorante étaient donc l'influence de la politique monétaire d'un côté, donc ça c'était un sujet qui m'était familier, et d'un autre côté l'interventionnisme. Donc interventionnisme, donc l'influence de l'interventionnisme sur tout ce qui est gratuit. Okay. Et puis, donc ça, donc je l'ai couvert dans plusieurs chapitres de l'ouvrage. Mais il y a découvert donc pas mal d'autres points sur le chemin. Alors donc, l'ouvrage a, dans sa version publiée, trois grandes parties. Une première partie qui porte sur la nature des biens gratuits.
Ensuite, deuxième partie, les biens gratuits dans une économie libre. Et troisième partie, les biens gratuits et l'État. Donc l'influence des interventions publiques sur les biens gratuits. Donc, ce sujet est très intéressant du point de vue libéral, car effectivement, dans les milieux libéraux, on a souvent la tendance à opposer l'État au marché, ou le marché à l'État. Donc on se cantonne dans cet univers à deux dimensions, il y a juste cette opposition-là. Mais strictement parlant, surtout du point de vue libéral, mais aussi du point de vue économique finalement, il convient d'opposer une société libre qui englobe l'ensemble des activités sans contrainte, donc basée sur le respect mutuel des droits de propriété privée, d'un côté, de l'autre côté, aux relations contraintes par la violence, donc par la violation des droits de propriété, donc droit en sa propre personne, mais droit aussi de propriété sur les biens matériels qu'on a pu acquérir par l'échange, par la production et par le don. Voilà. Donc un ouvrage sur l'économie de la gratuité peut donc complémenter ce qu'on avait fait, ou ce qu'on fait typiquement, ou de manière standardisée, dans des manuels donc, à la fois économiques, mais aussi libéraux. Alors, je vais évoquer quelques points qui me tiennent particulièrement au cœur. Donc, je crois que j'ai fait quand même une petite avancée. Donc, premièrement, le premier point concerne la définition d'un bien gratuit. Donc, alors, strictement parlant, il n'existe pas de biens qui sont gratuits. Donc, des biens économiques gratuits n'existent pas, mais ce qui peut être gratuit, c'est la manière de les transférer à d'autres personnes. Donc cet ordinateur, par exemple, il n'est pas gratuit. Il y avait quand même pas mal de coûts impliqués dans sa production et aussi il a été acheté par moi-même, etc. Lorsque je le donne à une autre personne, il est gratuit pour cette autre personne, mais pas à moi. Donc ce n'est pas strictement parlant l'ordinateur qui est gratuit, mais le transfert et la manière de le recevoir qui est gratuite. Donc ce qui est gratuit, c'est effectivement cette manière de transférer et de recevoir. Et ceci concerne donc à la fois les biens matériels, mais aussi les services à la personne, etc. Et donc deuxièmement, quelle est donc la définition de ce transfert, cette réception gratuite? Mais c'est donc un transfert, évidemment, qui n'est pas fait par obligation. Lorsque je transfère un ordinateur à une autre personne parce qu'on a signé un contrat de vente, donc à ce moment-là, ce transfert n'est pas gratuit, il est onéreux. Lorsque je m'occupe de mes enfants ou de mes parents, qui sont peut-être en mauvaise santé, etc., ce n'est pas strictement parlant un transfert complètement gratuit de mon temps, parce qu'il y a quand même une obligation morale derrière. Donc ce n'est pas quelque chose qui est obtenu ou procuré sans obligation. Donc la définition générale de la gratuité que je propose dans cet ouvrage, c'est donc un transfert gratuit et donc un transfert qui va au-delà des obligations et des droits. Donc un transfert gratuit ou les biens gratuits doivent donc être entendus dans un contexte de droits et d'obligations réciproques. Et donc la vie humaine est toujours pleine d'obligations et de droits réciproques, etc. Donc une donation de matériel, mais aussi une donation de temps, va au-delà de ce qui est dû. Et c'est pour cela aussi qu'elle est gratuite. Lorsqu'elle est faite dans un contexte où il y a obligation de procurer ce service, etc., elle n'est pas gratuite. Or, donc le facteur, la cause la plus importante qui définit les droits et les obligations réciproques, eh bien, ce sont les droits de propriété et les contrats qui sont basés sur les droits de propriété. L'objectif d'un contrat, c'est justement de définir les droits et les obligations des uns et des autres qui font le contrat. Et c'est donc effectivement la source la plus abondante de la définition des droits et des obligations, et donc par implication, la source la plus importante des limites au-delà desquelles on parle de gratuité.
Donc ceci ne veut pas dire que les droits de propriété, c'est la seule source, parce que j'ai évoqué donc, les obligations morales, les droits moraux, etc. Mais donc, pratiquement, c'est la source la plus importante. Et aujourd'hui, donc, l'autre source qui donc, définit les droits de propriété, ben, c'est le droit statutaire, donc le droit imposé par le Parlement, par l'État, etc. Donc ça, c'est une autre source, et ça nous ramène donc, à l'interventionnisme. Donc, je vais l'évoquer tout à l'heure. Mais le principe est donc qu'effectivement, on ne peut définir un bien gratuit sans référence au droit de propriété. Donc, ça, c'est un point très, très, très important. Et c'est pour cela que les sociologues et anthropologues du début du XXe siècle qui se sont intéressés aux dons, et donc là, il faut évidemment faire référence à l'ouvrage célèbre de Marcel Mauss, donc Essai sur le don, qu'il avait publié en 1925, donc quasiment exactement 100 ans, et l'essai a été publié en 1923-24 dans la revue des Annales sociologiques, un truc comme ça. Et donc, Mauss, il se basait sur son essai sur le don sur les travaux anthropologiques qui avaient des recherches qui concernaient donc les peuplades primitives dans l'Océanie, où on avait donc trouvé qu'ils ne connaissaient pas le don tel que nous l'entendons aujourd'hui. Le concept était inconnu. Donc tout service rendu à une autre personne, tout objet rendu, etc., se fait forcément dans un contexte d'obligation réciproque. Donc ça n'existe pas. Et donc Marcel Mauss en avait tiré donc, des conclusions assez générales. Et donc pour lui, ça prouvait que par sa nature même, le don au sens pur n'existe pas. Et il avait même décrié l'idée même moderne qu'on se faisait du don, donc une activité complètement gratuite, c'est-à-dire sans cause. Donc pour lui, ce serait un acte non seulement, en fin de compte, impossible, mais indésirable, parce qu'il détruirait les relations entre les personnes, donc les relations morales entre les personnes, etc. Donc, ce résultat donc de ma réflexion sur la nature du don donc, est intéressante, et on peut voir sans difficulté donc, quelle est la source de l'erreur de Marcel Mauss. Ben, justement, il s'est entièrement basé sur les sociétés qui ne connaissent pas le droit de propriété. Donc, dans ces peuples primitifs, il n'y a pas de droit de propriété. Les droits de propriété, d'un côté, c'est un fait naturel parce que chacun de nous est propriétaire naturel de soi-même. Donc, vous ne pouvez pas contrôler mes organes vocaux. Moi, je ne peux pas contrôler vos jambes, etc. Donc, on est propriétaire naturel de notre corps. Mais au-delà de cela, la propriété privée dans les objets matériels était inconnue très, très longtemps. Et c'est sans surprise dans un tel contexte où toute la propriété appartient, où tous les objets matériels appartiennent d'une manière à tout le monde, qu'on ne connaît pas la gratuité. Parce que la gratuité, c'est justement quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut réclamer. Or, si en principe, je peux réclamer tout, parce que je suis membre de la communauté, donc de quelque manière, tous les objets m'appartiennent aussi un petit peu. Et si chacun qui est dans la possession immédiate d'un ordinateur, mais l'ordinateur appartient de quelque manière à la communauté dans son ensemble, mais à ce moment-là, je ne peux pas vraiment donner quelque chose gratuitement, c'est impossible. Parce que de toute manière, tout ce que je peux donner entre guillemets, à ce moment-là, appartiendrait déjà de quelque manière aux bénéficiaires. Donc clairement, les droits de propriété peuvent exister uniquement dans un contexte où il y a le don peut exister uniquement dans un contexte où il y a des droits de propriété. Et ça, c'est, dans une large mesure, c'est vrai, c'est une construction, pas une construction, mais c'est un fait social et de civilisation qui ne va pas... qui n'arrive pas nécessairement, c'est vraiment une création humaine, à la fois d'inventer les droits de propriété et de les respecter. Et une fois qu'on a créé donc, cette réalité, il peut y avoir quelque chose comme les biens gratuits. Donc c'est tout à fait normal que Marcel Mauss n'a pas trouvé dans l'Océanie, dans les peuplades océaniques
qu'il avait étudié et que d'autres avaient étudié à l'époque, qui n'avaient pas trouvé, donc Malinowski et autres, de concept de don, c'est normal. Et c'est tout à fait normal que nous connaissons le don. Or, malheureusement, l'influence des Maussiens était tellement grande que maintenant, pendant presque 100 ans, toute la réflexion sociologique, anthropologique et aussi économique, malheureusement, sur le don a été imprégnée par cette conception. Et on a eu des débats dans l'association des économistes catholiques, Pierre en est membre aussi. Il y a des collègues très distingués qui nous ont servi donc des papiers qui étaient entièrement maussiens. Ils ne le savaient même pas. Donc pour eux, c'était clair, le don, c'est toujours un échange. Eh bien non. Lorsqu'il y a vraiment un don, c'est gratuit. Donc par définition, il n'y a pas espérance de récupérer quelque chose en échange. Et ce n'est pas faux d'espérer quelque chose. Donc ce n'est pas un verdict moral ou économique. Je ne dis pas que c'est inefficace, mais je dis juste, voilà, il faut faire la distinction. Donc là où il y a espérance d'une contrepartie, par définition, il ne s'agit pas d'un acte gratuit. Mais l'acte gratuit peut exister dans la mesure où il n'y a pas d'attente de contrepartie. Et chaque parent et chaque enfant, etc. Donc il y a des actes gratuits dans ce sens. Et je crois qu'il y a d'autres exemples aussi qui nous viennent à l'esprit et qui montrent, voilà, quand même dans la vie réelle, il y a pas mal d'activités vraiment gratuites. OK. Donc ça, c'est donc la définition des biens gratuits. Puis, j'ai conceptualisé donc, le don, justement dans un chapitre sur les donations, et qui inclut à la fois les donations de temps et les donations matérielles. Et dans le cadre des donations du temps, il faut compter, à mon avis aussi, il faut compter toute la cultivation des vertus, donc une vie vertueuse et un don. Parce que si je me comporte de manière vertueuse, ce n'est justement pas parce que j'espère une compensation. Donc, lorsque quelqu'un me propose donc, cherche à me corrompre, donc un étudiant me propose un paiement pour avoir une meilleure note, etc., c'est à ce moment-là, au moment où je résiste à ces propositions, que j'agis de manière vertueuse, peut-être aussi intéressé, parce que si mon employeur est au courant de ce qui se passe et de tous les paiements qui arrivent sur mon compte bancaire, peut-être il va se poser des questions. Et, mais c'est donc là où il y a une incitation matérielle à faire les bons choix. Donc par exemple, un entrepreneur qui sert bien sa clientèle, ceci n'est pas en tant que tel vertueux dans les situations ordinaires parce que il cherche peut-être juste à cultiver une relation contractuelle à long terme. Donc ça peut être intéressé. Et ce n'est pas faux, et ce n'est pas mauvais, etc. Mais c'est juste, il faut faire ces distinctions. OK. Alors, du point de vue logique, donner est une catégorie de l'action humaine, c'est une catégorie intéressante, donc d'un point de vue logique, car en donnant, je ne compte pas, je ne cherche pas une bonne proportion entre le moyen employé et le résultat obtenu. Et c'est donc mon argument que je présente dans l'ouvrage, c'est ça qui met le don à part tous les autres actes économiques. Normalement, on est donc intéressé, lorsqu'on agit, on cherche à obtenir un bon résultat avec le moyen employé. Vous passez ce matin quelques heures à l'Institut, à l'IREF, mais pas toute la journée. Vous ne dédiez pas votre vie à vous informer auprès de Pierre et les conférenciers qui sollicitent, etc. Voilà. Voilà. Donc il y a un bon rapport moyen et fin espéré. Et c'est la même chose pour la plupart de nos actions. Certainement dans la vie professionnelle. Donc là, on cherche toujours à obtenir un profit dans le sens où on cherche à
déployer des moyens qui ont pour nous une plus faible valeur que le résultat obtenu. C'est ça le principe même de l'activité de l'entrepreneur. On cherche un revenu monétaire tel, et donc on ne va pas dépenser plus sur les facteurs de production pour arriver à cet objectif. On ne va pas le faire, parce que justement on est intéressé. Et donc la splendeur de l'entreprise privée est donc justement et créer des revenus pour tous les autres qui sont également intéressés. Et ça c'est magnifique. Mais ce n'est pas le don. Donc, dans le cas du don, justement, on déploie des moyens sans rechercher ce rapport qui nous est profitable. Donc, par exemple, on soutient l'IREF dans son combat pour le libéralisme économique et social en France, et on voit que en France, c'est peut-être juste une goutte sur une plate chaude. Sur un plat chaud, donc elle va s'effondrer, s'évaporer très rapidement, etc. On pourrait voir, voilà, c'est complètement en vain. C'est à fond perdu. Et justement, c'est là où le don commence, parce qu'on soutient une bonne cause, bien qu'on sait que voilà, le résultat de mon vivant, il ne va probablement pas être là. Et donc, le don, dans ce sens-là, il est donc très important donc pour l'économie de marché, parce que sans avoir des dons de ce type, et ne serait-ce que parce qu'ils se manifestent sous forme d'un comportement vertueux, l'économie de marché ne peut pas devenir très grande. Elle ne peut pas s'étendre. Donc, considérez par exemple le fait que nous avons donc aujourd'hui une division du travail qui s'étale à travers les concurrents, pas des continents. Et donc nous avons une coopération entre différentes entreprises, etc., qui se font confiance, bien que leurs contrats ne vont pas être enforcés par un gouvernement mondial. Donc il y a forcément un élément de confiance qui est là, donc un élément de don, et qui n'est pas rémunéré. Donc il faut faire ce... Donc évidemment, c'est intéressé, et lorsqu'on est frustré tout le temps, on ne va pas répéter, mais de toute manière, dans chaque acte, dans chaque relation contractuelle individuelle, on ne peut pas savoir si on va être frustré ou non par le partenaire. Donc il faut faire ce type de don. Et la même chose vaut donc également dans les rapports entre les générations. Donc on ne sait pas exactement quel emploi nos enfants et descendants vont faire des biens que nous allons leur léguer, etc. Donc il y a également un rapport de confiance et de don. Donc plus faible et donc sont les dons, moins développée va être l'économie de marché. Donc, évidemment, le marché peut fonctionner même entre bandits. Les bandits peuvent échanger, donc c'est possible. Ils ont également intérêt à coopérer et à respecter leurs engagements, etc., parce qu'ils veulent peut-être répéter l'expérience. Donc c'est possible. L'absence de dons et de comportements gratuits n'est pas absolument nécessaire pour qu'un marché puisse avoir lieu, mais il est favorable au développement de l'économie de marché. Et notamment parce qu'il réduit grandement les coûts. Parce que si vous imaginez donc un échange entre les bandits, donc le bandit il va arriver, donc être très fortement armé, il va avoir des assistants autour de lui qui sont également très fortement armés, il va faire beaucoup de précautions pour que l'échange soit effectué. Donc les coûts de transaction, comme on dit, vont être très très élevés. Tandis que là où il y a comportement vertueux de tous les parties intéressées, évidemment, ces coûts de l'échange vont baisser dramatiquement et toutes les ressources qui, autrement, devraient être affectées à la protection des droits, à la protection des intérêts, vont être disponibles, vont devenir disponibles pour créer des biens autres que ce bien-là qui vient d'être échangé. Donc le don est un fondement, donc une cause très importante du développement de l'économie de marché. Et la même chose peut être dit aussi à propos des héritages, c'est un autre point que je développe, et peut-être le dernier que je vais évoquer maintenant là-dessus. Donc héritage sont très souvent contestés. Donc notre ami Jean-Marc Danier qui nous dit qu'il veut taxer les cigarettes, qu'est-ce qu'il avait dit, 25 € par paquet, et le prix du gazole, etc. C'est pas mon univers. Pour moi, c'est taxation, c'est zéro. Voilà, toujours et pas principe. Et de toute manière, je crois aussi pour la protection de l'environnement, si on veut avoir un environnement bien soigné, avec faible émission, etc.,
la démarche la plus raisonnable consiste simplement à promouvoir la croissance économique le plus fortement. Parce qu'on voit que dans les pays où il y a très forte richesse nationale, mais justement les citoyens vont dépenser une partie grandissante de leur revenus, de leur patrimoine pour l'amélioration de leur environnement, au sens large, hein, que ce soit les émissions, que ce soit les bruits sonores, etc. etc. Donc plus un pays est riche, plus il peut déployer sur la protection, l'amélioration de l'environnement, et plus un pays est pauvre, parce qu'ils doivent payer 25 euros sur les paquets de cigarettes, plus il reste égoïste et concentré sur la production purement matérielle. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais bon, je reviens à l'économie de la gratuité. Donc, héritage, également très fortement contesté. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a juste la chance de tomber dans le nid d'une famille riche, pourquoi est-ce qu'il devrait hériter tout ça, hein? Est-ce qu'on ne devrait pas exproprier les riches pour donner aux pauvres? Donc, ça, c'est un peu la philosophie dominante en France. Et il y a de très bonnes considérations qu'on peut avancer à l'encontre. Pascal Salin l'a fait dans plusieurs de ses ouvrages. Je vous recommande de lire La tyrannie fiscale, excellent ouvrage. Et donc je le cite également dans mon ouvrage. Et voilà, alors l'héritage fait partie des motivations. C'est une des motivations les plus importantes, notamment pour les familles, mettons, industrielles, qui ont de la propriété industrielle, hein, pour bâtir une entreprise. C'est une des motivations les plus importantes. Donc si vous n'avez pas d'héritier à qui léguer une entreprise, ben voilà, vous n'allez pas mettre autant de temps ni autant de ressources. Vous allez commencer à acheter des villas dans la Méditerranée aussi, plutôt que de continuer à investir dans votre entreprise. Et c'est complètement différent lorsque vous avez un héritier. Donc à ce moment-là, vous allez consacrer davantage de ressources dans la préparation de son avenir. Et donc ce point est complètement négligé par tous les fanatiques de la taxation de l'héritage. Bon, maintenant quand même quelques remarques sur le sujet qui m'avait motivé le plus initialement. Et c'était ce que les économistes appellent les externalités positives. Donc une externalité positive, c'est donc un avantage qu'on tire de l'activité d'autrui sans avoir à payer. Okay. Donc, par exemple, ici, mon rapport, c'est un peu particulier. Bon, on bénéficie tout du fait qu'on est entouré de personnes relativement civilisées à Paris, surtout dans ce quartier. Hein. Donc, du coup, on peut déambuler dans les rues, on peut apprécier la beauté des bâtiments, et voilà, tout ce qui reste de la civilisation du 19e, hein, sans être embêté par des bandits. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et on ne paie rien. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc une externalité. Donc tout le monde se comporte de manière civilisée, et ceci crée des avantages pour les autres, bien que les autres n'aient rien à payer pour avoir cet avantage. Et donc si on réfléchit un petit peu, on voit donc que la vie économique est pleine d'externalités positives. Hein. Et ceci crée donc un effet d'abondance dans une économie libre. Dans une économie vraiment libre, elle est pleine d'externalités et de plus en plus d'externalités dans une économie purement libre. Et ceci est considéré par la science économique standard d'aujourd'hui, notamment par la microéconomie, comme un problème. Donc pour la microéconomie, et malheureusement Jean-Marc Daniel tout à l'heure aussi, il semble adhérer à cette doctrine erronée, les externalités posent un problème, donc représentent une inefficacité du marché, une défaillance du marché. Oui, voilà. Et donc, tandis que dans le cadre de la théorie autrichienne, il y a depuis Mises qui avait réagi justement à Pigou et à Marshall sur ce point. Il y a la tradition de faire, donc de souligner l'asymétrie entre les externalités négatives et les externalités positives. Donc une externalité négative, c'est que voilà, je mets en place une usine et j'émets des fumées, etc. Et ceci va déranger les voisins. Donc à ce moment-là, il y a donc des externalités négatives pour les autres. Donc je ne les compense pas. Eux, ils n'étaient pas dans l'obligation de subir ce dégât. Hein. Et donc Mises, il nous avait dit, donc ça déjà en 1940, il avait dit, il y a quand même une différence. Lorsque quelqu'un est vraiment lésé par l'action d'un autre, il peut s'adresser au cours,
Il peut demander donc soit compensation, soit arrêt de l'activité nuisible, etc. Et c'est effectivement comme ça que ça fonctionne dans une société où il y a encore un état de droit, un ordre juridique un peu à peu près fonctionnel. Et en revanche, les externalités positives n'appellent pas d'intervention du tout, elles sont bien au contraire tout à fait bénéfiques. Et donc si quelqu'un veut se faire payer pour les effets bénéfiques qu'il génère pour d'autres personnes, il n'a qu'à prendre les mesures. Et effectivement, c'est ce qu'on observe par exemple dans l'organisation des concerts. Pourquoi est-ce que si peu de concerts sont organisés à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur? Mais parce qu'à l'extérieur, il y aurait beaucoup d'autres personnes qui pourraient écouter sans payer. Et donc l'organisateur, il a l'intérêt à organiser le concert au sein d'une salle, donc où il peut contrôler l'accès, il peut faire payer ceux qui souhaitent écouter, etc. Voilà. Donc ça, c'est une question de coût d'accès ou de coût de séparation. Et donc, il se peut effectivement que beaucoup de services, les coûts de séparation sont trop élevés. Eh bien oui, ça arrive. Et comme d'autres coûts aussi peuvent être trop élevés, le coût de personnel, le coût de marketing, etc. Il y a toujours des scénarios où un projet de production ou une activité ne vaille pas la peine parce que les coûts sont trop élevés par rapport aux résultats espérés. Et donc là, les externalités sont un cas parmi d'autres. Et donc si le coût de la séparation est trop élevé, voilà, on va renoncer à la séparation, il va y avoir des bénéficiaires qui ne payent pas, et tant pis. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne effectivement dans une économie libre, et ça ne pose pas de problème. Donc pourquoi est-ce que dans l'économie, la théorie économique standard, on y voit une défaillance de marché? Donc ça, c'est, en fin de compte, la raison est que l'économie standard est toujours imprégnée de la théorie d'Aristote relative à la justice. Donc Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, livre 5, ou chapitre 5, je ne sais plus, donc il parle de la justice de l'échange. Et il explique qu'un échange, donc tout le livre porte sur les vertus. Et la vertu est toujours un bon milieu à Mason entre deux excès. Donc il y a la vertu de la générosité qui est le juste milieu entre comment est-ce qu'on dit l'avarie et celui qui dépense n'importe comment. La prodigalité, merci, c'est le mot que j'avais cherché. La prodigalité, donc, et ainsi de suite pour toutes les vertus. Donc, et c'est assez simple de jouer ce jeu et de repérer donc, le juste milieu pour toutes les autres vertus, mais c'est très difficile pour la justice elle-même. Et donc, quelle est la solution d'Aristote? Il nous dit qu'il y a justice lorsque dans le rapport entre deux personnes, chacun donne exactement l'équivalent de ce qu'il reçoit. Et ce n'est pas forcément l'équivalence exacte arithmétique, mais ça peut être aussi une équivalence proportionnelle. En tout cas, égalité, le principe d'égalité de ce qui est reçu, de ce qui est donné. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que ça tombe de nulle part, il n'explique pas... Alors pourquoi ça devrait être comme ça? C'est juste... Et je suppose c'est parce qu'Aristote est quand même très influencé par la conception de Platon, donc son maître à penser. Et pour Platon, donc une société juste, éternellement juste, etc., était une société statique. Donc là, les rapports socio-économiques ne bougent pas. Et la seule manière pour s'assurer que chacun reste à sa place, personne ne devient plus riche ou plus pauvre, etc., c'est justement l'échange juste dans ce sens. Lorsque chacun, lorsqu'il achète quelque chose, il paie l'équivalent exact de ce qu'il reçoit, les rapports socio-économiques vont pas être affectés. C'est une notion d'économie agraire. Oui, bon. Oui. Voilà, donc voilà. Et donc il y a certes encore d'autres, mais il ne les explique pas. Il affirme et il ne démontre pas. C'est le contexte du 4e, 5e siècle. Voilà, donc vous allez m'indiquer encore davantage de lecture. Je suis preneur.
Je suis preneur. Mais en tout cas, donc, du point de vue économique, c'est exactement le contraire de ce qu'enseigne la science économique d'aujourd'hui. Donc, en science économique, lorsqu'il y a un échange, on part du principe que la valeur des biens sont inégaux à deux titres, et nécessairement inégaux à deux titres, parce que chacun donne uniquement ce qu'il considère être de moindre valeur par rapport à ce qu'il reçoit. Donc je vais dans la boulangerie, j'achète le pain, je donne 1 euro, à Paris 3 euros. Et c'est parce que j'apprécie le pain plus que l'euro que je cède. Et pour le boulanger, c'est l'inverse, évidemment, parce qu'il a toute la boutique pleine de pain. Donc le pain individuel n'a pas de valeur pour lui. Donc il préfère avoir l'euro par rapport au pain. Et donc ça, c'est là. Donc il y a double inégalité. Et si chacun préfère ce qu'il reçoit par rapport à ce qu'il cède, et cette inégalité, elle est inverse. Donc c'est pas la même. Ils n'ont pas la même appréciation des biens, mais exactement une appréciation inverse, mais compatible, qui les rend justement propices à effectuer cet échange. Et ça, c'est donc le point de départ de toute la théorie de l'échange moderne. Et lorsqu'on parle d'externalité, là, soudainement, le point de référence implicite, parce que c'est jamais explicite. Vous regardez un manuel de microéconomique, ce n'est jamais explicite la référence à Aristote. Et pourtant, elle est là. Parce qu'on peut parler de défaillance de marché uniquement parce qu'on conçoit que toutes les prestations devraient être rémunérées. Et c'est ça la définition de la défaillance de marché. On ne reçoit pas exactement ce qu'on a donné, ou on reçoit plus ce qu'on a par rapport à ce qu'on a, etc. Ça, c'est considéré être une défaillance de marché. Alors maintenant, donc, déjà c'est une erreur analytique, c'est une erreur théorique, mais par implication aussi, ça donne lieu à des interventions publiques tout à fait mal orientées, désastreuses. Parce qu'en fait, maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est on va chercher à faire payer les bénéficiaires qui reçoivent quelque chose sans avoir payé. Et donc, on va on va utiliser cet argent déjà pour employer plus de serviteurs de l'État et aussi pour octroyer des subventions à des entreprises qui auraient produit des biens sans compensation financière. Et donc, on va créer de l'irresponsabilité et la frivolité financière de la part de ces bénéficiaires. Donc c'est tout à fait nuisible ce qui se passe, tout sur la base d'une mauvaise théorie. Dernier point, parce que je vais quand même laisser un petit peu de temps pour les questions, pour l'échange. L'interventionnisme. Donc l'interventionnisme, il est fondamentalement, foncièrement nuisible pour tout le comportement gratuit, pour toute l'économie du don, mais aussi en particulier pour les externalités positives. Pour 3 raisons. Alors, premièrement, l'interventionnisme freine les activités économiques par la taxation, par la réglementation, et donc du coup, il y a de moindres revenus, il y a moins de richesses, donc forcément, mécaniquement, il y a moins de dons. Donc ça, c'est clair. Deuxièmement, l'interventionnisme freine également l'accumulation des revenus et des richesses là où il est permissif. Donc ça, c'est une petite innovation dans cet ouvrage, parce que normalement, lorsqu'on parle d'interventionnisme, on se focalise entièrement sur les effets répressifs de l'État, mais il faut également garder à l'esprit les effets permissifs. Donc lorsque j'octroie une subvention, donc, je donne donc au-delà de ce que le bénéficiaire aurait pu avoir normalement. Et donc, de quelque manière, là, il est plus libre. Oui, il est plus libre, mais il est aussi déresponsabilisé. Donc, il va faire un peu n'importe quoi, comme tous les gens déresponsabilisés. Et c'est particulièrement pénible à voir sur les marchés financiers, où il y a effectivement ce comportement qui résulte des interventions permissives des banques centrales. Donc là aussi, par l'effet du gaspillage, il y a donc réduction du volume des revenus réels et des patrimoines qui alimentent les dons. Troisièmement, la politique monétaire décourage le don. Donc pour qu'il y ait don, il faut non seulement qu'il y ait assez de revenus et de patrimoine, mais aussi qu'il y ait une incitation à utiliser
ces dons, ces revenus, ce patrimoine pour les dons, ou autrement dit, qu'il n'y ait pas d'incitation à les utiliser uniquement dans les projets où on cherche une rentabilité. Or, les banques centrales créent effectivement cet effet, elles bloquent la saturation naturelle des projets intéressés, des projets d'investissement intéressés dans une économie de marché. Dans une économie de marché, lorsqu'il y a un enrichissement, les gens deviennent de plus en plus riches, donc l'offre de capital monétaire augmente de plus en plus. Lorsque le capital monétaire devient plus abondant, ben forcément, il devient moins précieux. Ça c'est comme ça avec tous les biens. Et donc, le rendement du capital monétaire va baisser un peu mécaniquement. Donc, ce n'est pas absolument mécanique parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent également. Il y a le progrès technique, etc. Donc, voilà, ce n'est pas le seul facteur, mais a priori, avec une richesse grandissante, le rendement du capital, normalement, va baisser. Et ceci va décourager l'investissement de la richesse. Il va toujours y avoir investissement, mais la part relative de la richesse qui est investie va diminuer et du coup, la part qui devient disponible pour d'autres affectations, pour d'autres allocations, notamment pour le don, va augmenter. Or, l'intervention des banques centrales a pour conséquence d'encourager les investissements, même là où le rendement du capital est très faible. Prenons un exemple. Donc, la Banque centrale intervient donc, sur le marché des prêts, sur le marché monétaire, etc., et baisse donc, le taux de rendement mettons, de 5% à 2%. Aujourd'hui, c'est à peu près 2%. Donc, ça veut dire qu'en investissant 1 million d'euros, vous allez gagner 20 000 euros. Okay. Or, lorsque vous pouvez emprunter 950 000 de ces 100 euros à la Banque centrale, à un taux d'intérêt qui est quasiment zéro. À ce moment-là, il faut juste apporter 50 000 de votre propre argent, d'accord, et vous allez gagner 20 000 euros sur un investissement de 50 000 euros de votre propre argent. Et le financement de la Banque centrale est quasiment zéro. Ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, du coup, il existe dans une économie qui laboure sous la présence d'une banque centrale, de très fortes incitations à investir jusqu'au dernier centime, au lieu de consacrer une partie plus ou moins importante de votre propre argent aux dons. Et c'est cet effet-là, je crois, qui est responsable de cette tendance qui a été décriée par le pape Benoît XVI, et certainement par le pape actuel, François, qui écrit donc l'égoïsme grandissant, l'indifférence, etc. Donc certainement on a ces effets-là, mais il résulte justement la présence de l'interventionnisme de l'État. Donc interventionnisme monétaire, l'effet que je viens d'évoquer, mais aussi l'État-providence. Lorsque je sais que je suis en France, il y a un énorme État-providence qui a priori s'occupe de toutes les personnes démunies, quelle est mon incitation à aider mon prochain ? Très faible, pour ne pas dire quasiment inexistant. Et effectivement, en France, il y a très peu de personnes qui soutiennent leurs voisins, ils ne sont peut-être pas en bonne santé, etc., parce que tout le monde se dit, voilà, il y a des organismes publics, semi-publics, qui sont là et qui sont alimentés par mes impôts, qui sont là pour aider ces personnes. Et c'est ça qui crée donc l'indifférence. Et finalement, quatrième facteur que je discute à travers tout un chapitre, c'est donc les interventions de l'État, donc privatise les externalités, par exemple par les monopoles. Donc l'État dit, voilà, en concurrence, chacun se dépêcherait de produire le plus possible, etc. Donc il y aurait pas mal d'effets d'externalité pour les personnes autour. Donc, lorsque l'État octroie un monopole à un seul producteur, lui, il peut prendre donc, des précautions plus importantes pour exclure les bénéficiaires non payants de ces services. Et donc, du coup, on a une moindre abondance gratuite pour l'ensemble du marché et davantage donc, de revenus pour l'intéressé.
Donc, du point de vue des biens gratuits, donc les interventions de l'État sont un désastre sans pareil. On peut toujours inventer des justifications. Par exemple, la redistribution évoquée par Jean-Marc Daniel. L'impôt est là pour redistribuer des riches aux pauvres. Bon, d'accord. Mais en ce qui concerne les biens gratuits, l'intervention de l'État est un désastre non équivoque. Et effectivement, ça explique dans une large mesure les effets d'indifférence, de froideur, d'égoïsme excessif, d'avidité montant dans nos sociétés occidentales. Ce n'est pas un fruit du marché libre, d'une société libre, c'est un fruit de l'étatisme sans limite. Merci de votre attention et je suis dispo pour... Plein d'idées qui ont été exposées, un sujet finalement qui a beaucoup de ramifications quand on y réfléchit, comme on l'a fait avec toi. Je reviens dans le champ. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y en a qui veulent première action. Moi j'ai bien 2-3 choses qui m'ont... Jean-Pierre ? Non ? Ah ok. Oui, allez. Oui, au niveau des dons, ce qui se passe en France, c'est que c'est très favorisé au niveau fiscal. C'est-à-dire que les gens font des dons parce qu'il y a 50%, ils peuvent déduire 50% de leurs impôts, etc. C'est pas un don puisque c'est intéressé. C'est ça. Exact. C'est ça. Oui, donc c'est défiscalisé, donc effectivement. Et maintenant, vous imaginez, sans ce dispositif fiscal, quel serait le volume des dons en France ? Et voilà, il serait quasiment nul. Oui. Est-ce qu'il y a une partie empirique dans l'ouvrage ? Oui. Oui, mais qui ne touche pas cet effet-là. C'est difficile à estimer sur le plan économétrique, mais il y a d'autres effets qu'on peut mieux voir. Donc, je me suis surtout intéressé aux tendances à long terme, parce que je m'intéresse surtout à l'influence de la politique monétaire. Et on voit très nettement que depuis 50 ans à peu près, depuis l'abandon de l'étalon or, donc la tendance est à la baisse. Et ceci concerne à la fois les dons matériels et les dons de temps. Sont également en baisse. Et bon, il y a toute une littérature sociologique aussi sur le sujet. Mais là, effectivement, il n'y a aucun renvoi sur les mécanismes économiques. Quel est l'éditeur de votre bouquin ? En anglais, oui, Mises Institute. Il faut le demander à l'Institut Mises. Il est disponible gratuitement. Donc le PDF est là. Hein. Il y a un compte-rendu dans le numéro à venir, rédigé par qui donne l'adresse exacte. Ouais. La question est intéressante. Non, alors c'est juste, si vous avez parlé des externalités positives, et je crois, comme j'ai pas complètement suivi, comment le marché ou la concurrence dont vous avez parlé crée les externalités positives ? Est-ce que vous pouvez le préciser Comment s'opère cette création d'externalités positives ? Je pense qu'il faut revenir à la définition, parce que la définition est elle est macroéconomique, alors qu'une partie de ce que Guido nous a dit tout à l'heure se situe au niveau des relations interpersonnelles, c'est-à-dire de la microéconomie. Je pense que c'est peut-être intéressant que tu reviennes sur l'origine de ce concept, qui est effectivement un concept créé par les microéconomistes pour favoriser l'intervention. Oui, mais à l'origine, il vient de Sidgwick, c'est le premier qu'il avait évoqué, et puis il fait son entrée dans la doctrine économique par Marshall, et puis surtout développé par Pigou. Et à l'origine, c'est plutôt un concept microéconomique. Donc c'est un service ou un bien matériel qui est rendu à d'autres personnes sans que cette personne ait à payer. Les exemples qu'on trouve dans les manuels de microéconomie sont tirés. L'exemple le plus célèbre, et que j'utilise aussi, c'est l'exemple entre l'apiculteur et le producteur de miel.
hein. Donc le producteur de miel bénéficie de la présence de l'apiculteur, etc. Et pourtant, il ne le paye pas, hein, en principe. Donc ça, c'était l'argument qui a été avancé. Maintenant, si on... L'apiculteur. L'apiculteur bénéficie de l'horticulteur et vice-versa. Et vice-versa. Oui, c'est ça. Oui, oui. Parce que l'apiculteur, c'est le Oui. producteur de miel. Oui. Non, Ah non, vous avez raison. Non, apiculteur, oui, producteur de miel et producteur il y a un verger de pommes, etc., de fleurs, oui, voilà. Voilà. Hein. Et bon, maintenant, lorsqu'on regarde la chose empiriquement, on voit quand même, c'est assez rigolo, parce que là aussi, en fait, il y a des contrats très répandus entre apiculteurs et voilà. Hein, donc, ils le font. Ils le font. Et donc, on peut imaginer que, à la marge, il y a peut-être encore des propriétaires de vergers qui ne payent pas assez, etc. Mais on sont des... Voilà. Hein. Bon, pour moi, les externalités les plus importantes concernent le... Alors, il y a deux types, donc prix et non-prix. Non-prix, pour moi, le mécanisme le plus important passe par les exemples, bons et mauvais exemples. Donc j'observe ce que d'autres personnes font. Et j'observe qu'ils réussissent avec leur comportement parce que je comprends quel est leur objectif. Bon, voilà, pour les entreprises, c'est en règle générale gagner des sous. Et j'observe quelqu'un qui a un bon chiffre d'affaires, qui a des bons profits, etc. Quand même, c'est intéressant. Je vais m'intéresser beaucoup à ce qu'il fait pour apprendre, justement. Hein. Et l'exemple, en tant que tel, est gratuit. Moi, mon activité pour apprendre, elle n'est pas gratuite, elle va de pair avec un coût d'opportunité. Mais l'exemple qu'il me procure, il est gratuit. Et lorsqu'il échoue, c'est également un exemple gratuit et très précieux, hein, pour tous les autres autour. Et donc ce mécanisme-là qui passe par les exemples, c'est un des plus puissants dans toute la civilisation. Hein, voilà. Donc deuxièmement, en ce qui concerne les mécanismes prix. Donc là, je dirais avec Hayek que la concurrence a pour effet de modifier les termes de l'échange en faveur des clients, hein, toujours. Parce que chaque activité de production va, par définition, augmenter l'offre du produit ou la qualité du produit, et par conséquent, le prix va être inférieur par rapport à ce qu'il aurait été sans cette activité. Donc le client est... Exact. Donc le client est toujours gagnant. Et on ne l'observe pas parce que on va à chaque moment, mais tel est le prix qui est payé. On ne voit pas le prix qui aurait été payé si la concurrence n'avait pas joué. Hein. C'est ça donc le génie de Frédéric Bastiat d'avoir souligné l'importance de cette considération. Il faut comparer ce qu'on observe non pas à ce qui a été auparavant et à ce qui va être après, mais également à ce qui aurait été si l'activité... Et donc pour moi, ça c'est donc également une très très puissante source d'abondance dans le marché. Hein, on ne paie pas les gens à se lancer dans la concurrence. Ils le font de leur propre chef. Et évidemment, ils sont intéressés. Hein, et pourtant, ils bénéficient par leur comportement, tous leurs clients et tous les autres qui sont également à l'extérieur et qui prennent exemple dans ce qu'ils font. Donc, en réaction, justement, je vais poser cette question parce que je voulais savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas... Je constate que justement le concept d'externalité positive est utilisé pour justifier l'interventionnisme, justement parfois. Mais dans cette situation, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'échelle de temps? C'est-à-dire que les externalités positives qui pourraient être, en théorie, créées par l'interventionnisme se déroulent à une échelle de temps qui est beaucoup plus petite que celles qui auraient été créées, même si beaucoup plus grandes, qui auraient pu être créées par le libre marché. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une problématique d'échelle de temps, de l'échelle de temps à laquelle ces externalités se créent? On peut le reformuler d'une autre façon. Est-ce qu'on apprend plus vite parce que quelqu'un s'est rendu compte à l'extérieur qu'il y aura un changement et l'impose, ou par un apprentissage généralisé comme celui des mécanismes de prix? Mais, il peut certes y avoir des situations dans lesquelles on apprend plus, ou on change plus rapidement de comportement parce que c'est imposé. Hein. Alors une prise de conscience ponctuelle. Voilà, hein. Mais c'est très difficile d'arriver à la conclusion. Ça, c'est forcément meilleur, au mieux du point de vue global, parce qu'il y a d'autres choses qui sont également en jeu. Justement, par exemple, l'apprentissage lui-même.
Donc, lorsque je réagis simplement à ce que la loi me prescrit, je ne vais pas cultiver mon propre jugement, ma propre curiosité. Hein. Et donc, à long terme, c'est beaucoup plus important. Moi, je voudrais dire, d'abord, merci beaucoup. Oui, oui. Oui. Je vais me procurer le livre et je dirai certainement d'autres choses après l'avoir lu. Et je suis très curieux de le faire. Mais je voudrais vous faire partager simplement une très vieille prise de conscience qui date chez moi des années 70 à peu près, sur le fait que dans la République française, depuis le début du XXe siècle, disons depuis la deuxième partie de la Troisième République, un peu après ou un peu avant les années 1900, l'État s'est arrogé, dans le cadre de sa croissance, en particulier de l'importance prise par l'impôt direct et l'impôt sur le revenu. L'État s'est arrogé le monopole de la vertu. C'est un des points vicieux des grands hussards de la République. Pour substituer les jésuites, ils se sont mis à leur place en s'attribuant la vertu qui anciennement était accordée par les pères de l'Église catholique qui avaient, elles, le monopole de la formation de la jeunesse. Et en faisant cela, ils ont pris progressivement, d'une façon peut-être un peu inconsciente, toutes les dispositions qui permettaient à l'État de forcer, de continuer la philanthropie établie au XIXe siècle par les grandes familles riches et par une partie de l'aristocratie, donc de s'approprier en quelque sorte, de transférer à la puissance publique le soin de mettre en usage, de mettre en exploitation le fonds de philanthropie existant dans la société et d'en faire l'usage qui correspondait à l'intérêt politique de la Troisième République. Et la Quatrième République n'a fait que reprendre. Et quant à la Cinquième République, et plus particulièrement depuis le moment où on a créé la Fondation de France, la Fondation de France est exactement le petit-fils de ce que voulaient les hussards de la République, en prenant la vertu comme une vertu républicaine, et on l'a transférée à la Fondation de France. Parce que tout ce que la Fondation de France peut faire, et ça a été très très clair avec les fonds de dotation, comme j'ai participé à l'histoire au fonds de dotation de l'Institut Turgot, je peux dire que j'ai vécu ça directement. On ne peut aujourd'hui pratiquement doter des sommes significatives et des ambitions sociétales pour une fondation que si elle tombe dans l'escarcelle de la Fondation de France, c'est-à-dire si elle est gérée par le Conseil d'État. Voilà le vrai problème de la société française. Alors j'ai écrit un certain nombre de pages, j'ai jamais publié, sur ça parce que cette évolution qui est finalement, c'est une histoire séculaire, hein, c'est la prise en main de quelque chose dont les politiques sont conscients que c'est une pulsion sociale très profonde, ce que vous dites, semble-t-il, dans votre ouvrage, et en s'appropriant cette... Ils essaient d'associer leur action à la notion d'une vertu, et vertu républicaine qu'encore Macron citait ces derniers jours comme une espèce de parangon de ce qui est la véritable vertu d'un homme d'aujourd'hui. C'est très profond, je ne crois pas que ça existe de la même façon ailleurs. Et je vous donne deux illustrations. J'ai beaucoup vécu aux États-Unis, j'y vais très très souvent, enfin j'y allais encore très souvent, et je constate que malgré la pression fédérale qui date de l'époque de Roosevelt ou d'un peu avant, pour que l'on biaise les dotations privées aux États-Unis vers des intérêts de type keynésien ou quasi-keynésien. Malgré ça, les fondations américaines ont encore une très très grande liberté d'action, même si elles sont stimulées par le stimulus fiscal. J'observe qu'en Suisse, où je vis actuellement, ce mécanisme est moins pervers, mais il existe potentiellement. Et d'ailleurs, Nicolas Jutset travaille là-dessus, et c'est très intéressant, c'est ce qu'il fait ressortir. Mais il reste un fond dans la société suisse qui est lié à l'Église protestante, enfin à l'Église réformée protestante, je pense, pour l'essentiel, en tout cas à Genève et à Vaud. Et donc, cette tradition du don volontaire comme étant finalement l'aboutissement du riche
par un acte altruiste post-mortem, ce mécanisme reste profond dans la société suisse. Et il reste aussi profond dans la société WASP américaine. C'est Bill Gates, typiquement. Et l'État fédéral n'a pas encore mis la main là-dessus. Mais en France, ça a disparu depuis 100 ans. Et revenir là-dessus, si on peut traduire votre ouvrage, moi, je participerai volontiers à en faire la promotion pour montrer en quoi cette recherche, ce retour à la vertu personnelle, substitué par une volonté politique de l'État, pourrait être un profond renversement du mécanisme du don en France. Mais on n'y est pas. Il faudrait d'abord que le paquet de cigarettes coûte 5 francs et 5 euros et pas 25. Non. C'est un sujet qui me tracasse extrêmement. Est-ce que... Non, juste un mot. Par rapport à ce que vous disiez sur les externalités positives que représentent les prix pour un concurrent, c'est très intéressant. J'ai trouvé très intéressant dans Alain Besançon. Il explique que le premier espionnage des soviétiques en Europe, ou dans le monde occidental, c'était les prix. C'est-à-dire que leur système planifié leur permettait pas de savoir combien de chaussettes valait un tracteur, etc. Ils n'ont aucune idée de rien et que finalement leur économie planifiée s'effondrerait immédiatement sans finalement cet espionnage sur le catalogue de la Redoute. Et ils étaient très friands finalement de savoir combien à peu près les choses valaient les unes par rapport aux autres. Voilà. C'est pour ça que les bouquins pour acier sur les prix ont été traduits en russe. Moi, j'avais 2 remarques, mais juste on les fait comme ça, on en parlera une autre fois, parce que le temps est arrivé de se séparer. La première, je trouvais ça très intéressant, ta définition de la gratuité. Donc, le fait que ce n'est pas gratuit pour tout le monde, donc il y a quelqu'un qui cède quelque chose, qui met quelque chose. Et puis l'idée qu'on n'est pas obligé de faire le transfert. Et en fait, en écoutant ça, ça veut dire que si tu réfléchis à l'essence, par exemple, de ce qui se passe dans un contrat, il y a donc potentiellement, en tout cas, une partie de don. Au sens où, par exemple, je pourrais vendre ce truc à 3 euros et je choisis de le vendre à 2,50. Ça me coûte, puisque j'aurais pu le vendre 3. Je ne suis pas obligé de le faire. Donc, il y a et on pourrait dire la même chose de la rémunération profit. Enfin, bon, voilà. Oui, voilà, c'est des cas hybrides, exactement. Et puis la vie n'est pas faite de forme pure. Voilà, c'est pas des formes pures, exactement. Et je dois avouer que voilà, mais c'est très très intéressant. Et puis la deuxième chose, j'étais un peu surpris, alors il faut que j'y repense, mais avec ta lecture de la vision mainstream de l'économie, de l'externalité positive, toi tu la rattaches en fait à Aristote, et avec cette idée que tout don mérite rémunération, en tout cas toute chose que tu apportes à l'autre. Par exemple, je sais pas, je joue du violon, mon voisin m'écoute et il faudrait qu'il me rémunère. Bon, ça me surprend un peu, parce que moi j'ai la vision plus traditionnelle et qui d'ailleurs est... il me semble que ce que redoute le plus le mainstream, c'est que du coup, l'activité qui génère des externalités positives ne sera pas suffisamment développée. C'est pour ça qu'il faut la subventionner. Hein. Donc, c'est pas tellement de rémunérer pour, c'est de donner l'incitation pour. Mais ouais. Ouais, peut-être. Tu as le théorème fondamental de l'équilibre général, qui est les marchés sont complets. Quand est-ce qu'un marché est complet? Lorsque chaque contribution est rémunérée. D'accord, je pense à la théorie du marché complet. Voilà. Enfin, tout ça, c'était très intéressant. Bon, on ne va pas terminer le débat maintenant. La bonne nouvelle, c'est que j'espère qu'on reprendra ça à l'automne. En tout cas, bonnes vacances à tout le monde. Merci Guido. Et rendez-vous à Aix le plus nombreux. Je sais que certains ici nous rejoindront et je m'en félicite. On aura plus de temps. Il fera peut-être pas plus frais, mais voilà. Merci une fois encore Guido.